C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en draguant qu'on devient dragon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons. Et nous liserons, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est Sophie au micro de Radio Laser pour une nouvelle émission de Et nous liserons jeunesse. Comme toujours, je suis accompagnée de Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Sophie. Comme chaque mois, on vous parle de littérature jeunesse. Et pour commencer, je vous propose de partir à la mer avec les actualités de la médiathèque de Guichen. Et oui, donc en ce moment, on a à la médiathèque, vous pouvez découvrir une exposition de 11 illustrateurs et illustratrices jeunesse sur le thème de la mer. Ces reproductions nous emmènent dans l'univers de différents livres jeunesse des éditions Mémo, immersion garantie jusqu'aux vacances de Noël. Le prochain Café Parents en partenariat avec l'association Vue sur Mer aura lieu le mardi 2 décembre à 10h. On y parlera de consentement et des façons d'accompagner les enfants dans la connaissance de leur corps. Pour les tout-petits, les prochaines séances de bébés lecteurs auront lieu le samedi 6 décembre à 16h et le mercredi 10 décembre à 10h30. On partira à la ferme le temps de ces quelques histoires. Et si vous aimez les ambiances musicales qui invitent à l'introspection, rendez-vous vendredi 12 décembre à 20h30 pour le concert au casque au Lake proposé par Sylvain Texier. Donc toutes ces animations sont proposées par la médiathèque et sont gratuites, mais on vous conseille quand même de réserver puisqu'il y a des places limitées. Donc il vaut mieux prévoir un petit peu à l'avance. Comme chaque année à la médiathèque, on propose aux enseignants des thématiques pour les accueils de classe. Cette année, on fait des animations autour des contes, atelier robot avec les 3 petits cochons, exposition sur l'album Il était une fois, conte en haïku de Agnès Domergue et de Cécile Udrisier, et un tapis de lecture sur Réponse ou La princesse aux petits pois. Une thématique riche qui t'a inspiré, Audrey, pour ta sélection du jour. Ben oui, Sophie, on aime bien ici à Radio Laser vous parler des propositions un peu modernes, en tout cas des revisites de nos contes classiques, des histoires qu'on connaît par cœur, mais du coup, ça donne tout le champ des possibles pour déconstruire, réinventer, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, 5 propositions assez originales, je trouve, que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer, que je vais vous présenter maintenant. Le premier album, c'est une proposition de Delphine Bournet que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Le Chaperon, le loup et la dessinatrice pour l'École des loisirs. Il me semble que c'est son dernier album. Oui, effectivement, il est tout récent. Il date de la rentrée. Oui, c'est ça. Ouais. Il est tout récent. Donc voilà, on est un petit peu dans les coulisses de la réalisation, les coulisses de l'écriture, les coulisses de la réalisation de l'album, puisqu'ici, ça démarre de façon tout à fait classique. Il était une fois un petit chaperon rouge qui se rendait chez sa mère grand pour lui porter une galette. On voit donc sur la page de droite une forêt dense avec un petit chaperon rouge qui passe en sifflotant. Et puis évidemment, le loup, comme toujours, n'est pas très très loin, il est caché derrière un arbre. Donc très rapidement, les personnages, les protagonistes vont se mêler donc comme ça au travail d'écriture de Delphine Bournet. Ils vont intervenir, se rebeller un petit peu, ils sont un petit peu révoltés parce que tout ne se passe pas comme eux l'avaient envisagé. Et donc vont se permettre d'intervenir dans le texte, donc par l'intermédiaire de bulles. Ça, c'est facile à comprendre, parce que la bulle du petit chaperon rouge, un peu à la façon BD, est rouge, a des contours rouges. Celle du loup a des contours marrons. Et puis, quand Delphine Bournet intervient, c'est de la police classique. Donc, on prend vite, on s'en mêle pas trop les pinceaux. Donc, dès la deuxième page, le petit chaperon rouge, qui est un petit peu petit et perdu dans cette forêt dense, intervient en disant « Attendez, excusez-moi, Madame Bournet, mais faudrait peut-être me dessiner en plus gros, là, parce qu'on n'y voit rien, là. » Delphine Bournet, elle s'exécute immédiatement. Elle dit « Oh bah oui, bah pourquoi pas ?» Et donc, alors faut imaginer un album, alors c'est pas du A4, mais on n'est pas très loin, je pense. Et puis elle dessine comme ça sur la moitié de page, enfin les 2 tiers de la page, un gros chaperon rouge qui semble très satisfait du coup et qui lui dit « Mais écoutez, c'est parfait comme ça. » Bah oui, mais notre petit loup, lui, il est resté à la taille initiale et lui dit « Bah non, pas parfait du tout. Non, vous voyez bien qu'il y a un problème. Moi, je reste pas un petit loup comme ça, un peu ridicule sur cette page. » Donc, elle va grossir notre loup et donc ils vont se retrouver tous serrés. Donc, c'est de la pleine page. On les voit l'un contre l'autre complètement serrés. Et puis, bah, évidemment, ça va pas les combler, quoi. On entend des « Aïe, ma patte, mais poussez-vous chaperon, mais enfin le loup, c'est impossible, vous n'allez pas nous laisser comme ça. » Et donc voilà, s'ensuit une discussion un peu enflammée entre le chaperon, le loup et la dessinatrice. Donc effectivement, elle va essayer de grossir le loup. Alors ça libère un peu le chaperon rouge, mais ça rend le loup pas effrayant du tout. On va essayer de faire un zoom sur ses grosses dents, mais finalement, le chaperon est encore plus ratatiné, donc ça ne va pas convenir, etc.
Jusqu'au moment où Delphine Bournet, donc la dessinatrice, dit mais attendez, moi je vois pas pourquoi je vais me casser la tête à dessiner des personnages qui font que râler. Moi j'en ai ras-le-bol. Donc allez, oust, du ballet. Moi je vais faire de la peinture abstraite et puis tout le monde va bien comprendre, ne vous inquiétez pas. Donc effectivement, nos deux personnages disparaissent de l'histoire et donc elle va nous raconter la suite de l'histoire grâce à des aplats. Alors, je ne sais pas si techniquement c'est vraiment ça, mais des plages de couleurs comme ça, du rouge pour le chaperon, du jaune pour la galette et du marron pour le loup. On a du vert un moment aussi pour la forêt. Et donc, on a les sous-titres. Si vous ne percevez pas exactement les différentes étapes de l'histoire, elle va mettre entre parenthèses des petites indications scéniques pour essayer de comprendre l'histoire. Mais on s'en sort très bien. Le vert kaki, c'est le chasseur. On va avoir des retrouvailles, etc. On va avoir des scènes horribles. Elle nous dit même de passer la page parce qu'on a du rouge qui éclabousse un peu partout. On se doute que là, on est rendu au moment un peu fatidique de l'histoire du petit chaperon rouge. Mais un happy end, comme on sait le faire aussi en littérature jeunesse. Ne vous inquiétez pas trop, ça se termine bien. Donc voilà, je trouve, comme souvent chez Delphine Bournet, moi j'aime beaucoup ce type d'humour, mais voilà, l'humour c'est relatif à tout un chacun. Mais moi je trouve que c'est toujours très bien pensé, très intelligent dans la mise en scène, la construction, etc. Là, elle déconstruit et elle reconstruit quelque chose qui fonctionne. Et au-delà de l'aspect un peu humoristique, je trouve qu'il y a une belle réflexion sur l'art aussi, puisque sur l'art abstrait, est-ce qu'on peut raconter une histoire sans montrer des personnages ? Qu'est-ce que ça vient enlever ? Qu'est-ce que ça vient apporter ? Au contraire, la symbolique juste de la couleur, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant à mener, par exemple, en classe. Je trouve qu'il y a une belle exploitation à faire autour de l'album. Ça pose quand même plein de questions et je trouve que c'est une belle discussion à mener avec nos enfants. Donc, je vous invite à découvrir ces deux personnages vraiment rigolos. Ça s'appelle Le Chaperon, le loup et la dessinatrice et c'est signé Delphine Bournet. Merci Audrey, très jolie découverte aussi. J'ai beaucoup aimé cet album. Très drôle, c'est très original en fait dans l'approche en fait. Je poursuis avec quelque chose de plus classique dans la proposition. Ça s'appelle Boucle d'or en chemin. C'est proposé par Caroline Gamon aux éditions Hélium. Il me semble que c'est le premier livre de Caroline Gamon en tant qu'autrice-illustratrice. C'est un livre qui a reçu un prix, le prix Bologna-Ragazzi 2025, donc un prix assez prestigieux dans la catégorie fiction. Celui-ci, je l'ai choisi parce que j'ai trouvé que c'était aussi, il m'a bien baladé. En fait, j'ai fait un joli voyage avec ce livre dans le temps, puisqu'il m'a rappelé des livres complètement rétro. J'ai chiné pas mal de livres des années 50, 60. Et on est vraiment dans ce type de livre-là, c'est-à-dire une couverture en toile avec un travail des couleurs un peu suranné, ce vert-là, kaki, un peu foncé, qu'elle décline dans toute la palette de couleurs. On a un peu de jaune et un peu de bleu et quelques touches de rouge, mais c'est tout. Donc, on a une belle économie de couleurs aussi. Et donc là, une revisite du conte de Boucle d'or. Donc, le conte, on le connaît aussi par cœur. C'est l'histoire de cette petite fille aux boucles blondes qui erre un peu en forêt et puis qui découvre une maison, rentre dans la maison. Il s'agit de la maison des 3 ours. Mange la soupe dans les bols qui sont encore sur la table et puis va faire cette petite sieste dans le petit lit, le plus petit des 3 lits, se fait surprendre par les ours et donc quitte la maison. Sauf que là, Caroline Gamon, elle va nous proposer d'étirer un peu à façon élastique la temporalité du conte, puisque on va découvrir d'où vient cette petite fille, puisque dans le conte originel, elle arrive, elle repart, mais on ne sait pas qui elle est. Donc on va la découvrir dans sa propre maison, on va voir sa maman. Et puis voilà, avec un contexte, elle doit passer à table, elle a le droit juste d'aller se promener à la lisière du bois sans trop s'éloigner, parce que la forêt est grande et un peu mystérieuse et dangereuse potentiellement, donc il faut faire attention. Et puis on va la voir aller explorer cette forêt, puisqu'elle cherche à constituer un bouquet de fleurs pour sa maman, donc elle va aller de fleur en fleur et donc elle va s'égarer. Mais la forêt, du coup, rentre complètement dans l'histoire, devient même un personnage de l'histoire. Et donc, de page en page, on la voit en prendre plus de place. Et puis, on va pouvoir aussi découvrir les habitants de la forêt, aller à la découverte des animaux. On voit le serpent, on voit la cigogne, je pense, qui est un petit clin d'œil à la région Grand Est dans laquelle vit l'autrice illustratrice. Des petites chenilles. Enfin, voilà, on est dans ce décor vraiment végétal. Avec un jeu sur les échelles, du coup. Et un jeu sur les échelles. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que on rentre. Donc, il y a une perspective. On rentre, la forêt va prendre la pleine page. Et en plus, un travail sur les échelles, parce que c'est une toute petite fille qui habite une toute petite maison, alors qu'on voit la maman en très, très grand à un moment donné, au tout début de l'histoire. Donc, oui, il y a un jeu sur les perspectives, sur les échelles, sur le zoom, etc. Et puis, on sait pas trop si on est dans le rêve de la petite fille ou si on est dans sa réalité. Donc, aussi, il y a un jeu sur les différents degrés de la réalité.
jusqu'au moment où elle va tomber effectivement sur cette grande maison en bois, ce grand chalet auquel elle va rentrer. Donc il y a une ambiance très rétro, la coiffure de la petite fille, de la maman semble bien effectivement inspirée de ces époques, 13 années 50, années 60. Mais quand on rentre dans la maison, on va avoir des détails très contemporains. On a une maison, une cuisine par exemple, on travaille très moderne, des lampes industrielles, le calendrier, on temporalise, on est bien le 3 mai. Et donc, on va rentrer, on a aussi un gros travail, je trouve, sur le mobilier. Et là encore, un travail sur les contrastes. On a des grands bols sur des petits tabourets avec une petite fille qui s'avère être plus grande, qui s'assoit et qui a l'air d'être à la bonne taille pour prendre le souper. Et donc, la voix de la maman en off, en fait, elle apparaît en police un peu plus en gras sur les pages. À un moment, elle lui dit « Faut que tu rentres, faut que tu rentres ». On entend la voix. Je ne répéterai pas 3 fois et on entend faire 1, 2, 3. Et donc, à chaque fois, le bol numéro 1, le plus grand, le plus 2, le plus 3. Donc, en fait, on arrive à mêler en fait, la grande histoire et la petite histoire dans l'histoire. Je trouve que c'est très bien mis en scène et très bien réalisé. On a aussi des petits travaux de découpe au fil des pages pour aider, je pense, le chemin narratif de passer d'une page à l'autre. On va la voir donc s'assoupir dans le lit. Et c'est la maman qui la réveille. On l'entend en boucle d'or, en grand, on entend crier. Et donc, c'est ce qui va la réveiller et lui permettre d'échapper au regard des 3 ours qui s'apprêtent à rentrer dans la chambre à l'étage. Voilà, on la voit repartir. On voit qu'elle part en courant puisque la chambre est délaissée. Les fleurs sont renversées, le porte-manteau aussi. On la voit repartir. Et donc, on va la voir retraverser la forêt dans l'autre sens et rentrer chez elle. Donc voilà, je trouve intéressant en fait le travail des contrastes en fait à tous les niveaux et à toutes les échelles. Et puis le côté rétro qui plaira, je pense aux adultes aussi, peut-être aux petits mais aux grands aussi. Je trouve que c'est une chouette proposition. Ça s'appelle Boucle d'or en chemin et c'est signé Caroline Gamon. Je poursuis avec un tout autre style, un tout autre genre. Ça s'appelle La Botte. C'est signé Lisa Kérivel et Manon Beaumont pour les éditions Beluga. Donc là, on est sur toute autre chose. On reconnaît très rapidement la revisite du conte russe La Moufle, que tous les parents, je pense, et tous les enseignants connaissent. Alors pour le coup, on est sur du classique. Pour ceux qui ne connaissent pas, La Moufle, c'est l'histoire de cette moufle délaissée dans une forêt un peu enneigée, dans laquelle vont trouver un abri les différents animaux de la forêt qui vont défiler du plus petit au plus grand. Il y en a 5 ou 6, il me semble. La souris, le hérisson, le lapin, le renard, le sanglier, jusqu'à l'ours qui vient faire éclater la moufle. Donc un conte, très traditionnel, un conte randonnée qui plaît beaucoup aux plus petits d'entre nous. Et donc là, La Botte vient remplacer la moufle. Donc on a la version un peu bretonne, quelque part, du conte de la moufle. Mais je trouvais très bien pensé aussi. Donc une botte en plastique jaune, celle qu'on a aussi tous dans nos maisons pour aller au bord de l'eau, la fameuse botte jaune. On est un jour de tempête, le vent souffle fort, la pluie tombe, la mer est déchaînée et donc nos animaux vont trouver cet abri inespéré, cet abri inattendu, va constituer cette botte qui est échouée sur la plage. Au bord de l'eau, donc d'abord la mouette qui tente d'avancer. Et donc exactement comme dans le conte de la moufle, c'est-à-dire que chaque animal approche, tape à la porte, demande s'il y a quelqu'un. Bon, la mouette va être la première des occupantes de la botte, mais ensuite on va pouvoir leur répondre qu'il y a quelqu'un, qu'il y a de la place. Et donc se serrer pour permettre à chacun de s'abriter. Ce que j'ai aimé dans cet album, du coup, je trouve que c'est original d'avoir pensé à la botte et au bord de mer. Voilà, ça parle aussi aux enfants d'aujourd'hui. Et puis ce texte tout en rime, c'est hyper chantant, c'est hyper dynamique, c'est hyper vivifiant, un peu comme le bol d'air qu'on se prend quand on se promène au bord de l'eau. C'est presque chantant au fond de la botte, mouette gigote, on dirait une matelote qui danse la gavotte. Donc voilà, beaucoup de rimes, beaucoup de sonorités, un jeu sur la sonorité. Et de références effectivement à la Bretagne, à la mer. À la Bretagne et à la mer, voilà, aux choses un peu traditionnelles d'ici. Et puis avec régulièrement cette botte en coupe pour permettre de voir comment s'installe à l'intérieur notre mouette, notre pieuvre, notre crabe, notre cormoran. On va les voir chacun défiler avec beaucoup d'humour aussi, et puis beaucoup de solidarité. C'est quand même bien la valeur phare de ce conte. Jusqu'à l'arrivée de notre phoque, qui lui aussi, contre toute attente, va essayer de se faire une petite place dans cette petite botte, et donc va faire éclater la botte. Bah oui.
parce que le popotin s'agite en vain, quel pétrin, et ça ne passe pas du tout. Alors, malgré l'énergie que mettent les animaux à essayer de faire de la place, etc., on va essayer de t'aider, mais non, plus fort, et ça éclate en 1000 particules de plastique, en 1000 morceaux, cette botte plastique qui va donner l'occasion à l'autrice d'évoquer la dimension aussi protection de l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait de cette botte en plastique qui a éclaté? On ne peut pas laisser ces milliers de petits morceaux de plastique jaune dans le sable. Nous expliquer, ils vont là aussi encore faire preuve de solidarité pour nettoyer leur plage et utiliser les fameux bacs à marée que vous trouvez au bord de la plage, qui permettent effectivement de nettoyer la plage et de mettre les déchets à part. Donc, je trouve en plus qu'on a cette dimension un peu pédagogique à la fin qui est bienvenue aussi dans ce petit conte. Je trouve que c'est très rafraîchissant. Vous pouvez, ça plaira, ça fonctionnera. Vous pouvez aller lire La botte de Lisa Kérivel et de Manon Beaumont. On revient sur un autre classique dont on a déjà parlé aujourd'hui. Voilà, je reviens. Alors, je m'étais dit au départ, pour être hyper transparente, je vais prendre un album par contre. Et puis, non, en fait, je voulais absolument vous parler de celui-là parce que celui-là, il fonctionne vraiment très bien. Il faut parler des albums qui permettent de vraiment passer des bons moments en famille ou à l'école aussi, parce que je l'ai prêté, j'avais conseillé à 2 classes à l'école de ma fille, et à chaque fois, on m'a redit que c'était un succès phénoménal. Les enfants, ils adorent, donc ça fonctionne à chaque fois. Donc, je reparle aujourd'hui de Philippe Jalbert. Il était une fois le petit chaperon roux, R-O-U, 3 petits points. L'idée dans cet album, c'est de finir les phrases qu'on connaît par cœur. Encore une fois, le petit chaperon rouge, les enfants connaissent l'histoire du petit chaperon rouge. Et donc, vont aider le grand lecteur, parce qu'on lit beaucoup en maternelle, celui-là, il fonctionne aussi pour les plus grands, mais il fonctionne bien en maternelle. Les petits vont vouloir finir le mot. Il était une fois une petite fille, tout de rouge vêtue, que tout le monde appelait le petit chat... Peuron. Un peuron, chat beauté. Un jour, sa maman lui dit « Mère Grand est malade, porte-lui ce petit pot de beurre et une une gazelle. Sur le chemin, le petit chat beauté rencontre le grand mécano. Il lui dit, pour aller chez Mère Grand, tu vas passer par ici et moi par là. Sur le chemin, le petit chat beauté en profita pour cueillir un bouquet de marmites et courir après un beau papy. Pendant ce temps, le grand mécano, etc. Donc, vous avez compris le principe, c'est-à-dire qu'en tournant la page, on invite le petit lecteur à terminer, comme tu l'as fait, Sophie, par des choses qui nous paraissent un peu évidentes. Et c'est le prétexte à construire une histoire complètement loufoque, complètement déjantée. Ça fait rire tout le monde, évidemment, puisque c'est la surprise, en fait, la surprise de l'image, la surprise de la suite du texte qui vient faire naître des sourires, normalement, dans cette lecture. Ce que j'adore aussi chez Philippe Jalbert, c'est qu'à un moment donné, il intervient et dit non, mais ça va pas du tout. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Le chat beauté, le mécano, le papy, mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire? Il dit on arrête tout, et on reprend depuis le début. On fait attention à ce qu'on raconte. D'accord, Sophie? Donc, je recommence. Fais attention. Il était une fois une petite fille toute de rouge vêtue que tout le monde appelait le petit chat peuron rouge. Et cette fois-ci, ça fonctionne comme par magie. On va raconter la vraie histoire du petit chat peuron rouge. Sa galette, le grand méchant loup, etc. Donc là, ça fonctionne bien. Ça va pas durer longtemps, parce que ça dure jamais très longtemps dans les albums de Philippe Jalbert. Sauf qu'on arrive à la fin du livre, et donc on nous invite à continuer de dessiner, à continuer d'écrire. Et c'est là aussi que je trouve très sympa le concept, c'est qu'on peut réinventer à l'infini, en fait. On peut chercher avec d'autres mots encore, qui commencent par mar, qui commencent par mais, qui commencent par ga, et réécrire encore une nouvelle histoire sur le petit chaperon rouge. Donc voilà, des albums... super drôle et qui, je trouve, qu'ils sont le prétexte à inventer, à s'amuser avec les mots, parce que c'est ça dont il est question aussi ici. Il valait le coup d'en reparler. Ça valait le coup d'en parler. Donc, c'est une série. Il était une fois, il y en a d'autres. Il était une fois la souris vert glacée, si je me souviens bien. Il y en a un sur le roi et la reine aussi. Et puis, un autre sur le... Ah oui, c'était celui-là que j'avais peut-être présenté. Il y en a un autre, j'ai plus le titre exact, sur le canard qui... Ah, il y en a 4. Voilà, 4. Et il y en a un qui vient de sortir aussi sur l'école, le maître, la maîtresse. D'accord. J'ai plus le titre exact en tête, mais un qui est tout récent, là, qui est sorti à la rentrée. Oui, faut pas hésiter, en fait. Moi, il sera encore dans la hotte du Père Noël pour les petits garçons que j'ai à gâter cette année, parce que vraiment, ça fonctionne et c'est valeur sûre, quoi. Oui, même pour les enfants qui ne sont pas très portés sur le livre. Ça fait une lecture interactive, voilà, du coup, qui complètement, invite à participer, puis on rigole, et puis voilà, tout le monde
Prends du plaisir. Prendre du plaisir avec cette série. Ouais. Et je vais terminer, Sophie, cette sélection avec un grand format. Ça s'appelle La Belle au bois dormant. C'est signé Charlotte Gasteau, d'après le ballet de Tchaïkovski, qui est lui-même inspiré du fameux conte classique de Charles Perrault, La Belle au bois dormant. Là, pour le coup, sur le plan narratif, on va vraiment être sur des choses de très classiques. On va nous raconter, c'est l'histoire de la Belle au bois dormant. Vous savez, rapidement, ce couple royal qui met au monde une petite fille, Aurore, qui, le jour de son baptême, reçoit comme ça les bonnes intentions des fées qui défilent au-dessus de son berceau. Sans compter l'intervention de la mauvaise fée, de la fée magie noire, de la fée Carabosse qui va intervenir et prédire comme ça la mort en fait d'Aurore le jour de ses 16 ans. La fée des Lilas, la bonne fée qui est encore sur place, elle va tout faire pour essayer d'atténuer un peu ce mauvais sort. Elle va pas pouvoir l'annuler, elle va pas pouvoir l'effacer, mais en tout cas elle va pouvoir l'atténuer. Elle va dire que non, elle ne va pas mourir, mais en tout cas elle va plonger dans un sommeil très profond, éternel, que seul un baiser d'amour sincère pourra venir délivrer. Donc on est dans le conte tout à fait classique. On va voir cette petite fille grandir, cette petite fille atteindre l'âge de ses 16 ans et puis venir se piquer aux roses que la fée Carabosse a subtilement placées, évidemment. Sur son chemin, on n'échappe pas à son destin, c'est un petit peu l'idée, aussi tragique soit-il. Donc on va voir cette princesse un peu s'effondrer et puis le château se voir recouvrir comme ça de ronces puisque la fée va plonger non seulement Aurore mais l'ensemble des habitants du château et du royaume dans un profond sommeil. Donc sur le fond, on va voir le prince, bien sûr, en fin de compte, débarquer pour délivrer notre Aurore. Sur le fond, rien de très original. Par contre, j'ai choisi l'album puisque je trouve que la revisite ou la proposition de Charlotte Gasteau est encore une fois assez originale, très onirique. Alors moi, j'aime bien ce genre d'album. On est dans du travail de l'illustration très précis, très pointueux, un très beau travail des imprimés et des motifs, de l'enluminure aussi. Quand on ouvre l'album, on a l'impression d'ouvrir, vous savez, le livre... le vieux grimoire qui est ouvert au début des contes et des histoires, des dessins animés là qu'on connaît bien, empli de magie. On voit la magie qui s'opère à chaque page, plein de doré, du travail de la couleur de la magie, du bout de la baguette qui est très beau. J'ai beaucoup aimé la page des fées, là on dirait des calques, les robes des fées, tout est en transparence, c'est vraiment très très beau. Je trouve que le travail il est vraiment très minutieux et très riche en détails et en travail de la couleur et du doré, de cette lumière là au fil des pages. La découpe laser magnifique pour dire... Maison, prise dans les branches là et tout. Pour dire les ronces qui beau, poussent d'année en année et qui recouvrent de plus en plus en fait le château. Mais c'est sublime. On a beau en voir et en revoir, on est toujours émerveillé, je trouve, par le travail de dentelle de ces illustratrices. Et puis la version orientale aussi. On sort aussi un peu des clichés et des représentations. Et voilà, il faut saluer la diversité des représentations. C'est pas encore trop souvent le cas, je trouve, en littérature jeunesse, loin de là. Là, on est le roi a une peau de couleur noire et donc a une princesse métisse et donc on a un prince oriental qui va venir la délivrer et je trouve que ça fait aussi du bien de voir autre chose dans ces albums. C'est un vrai voyage en fait, on est un peu envoûtés nous aussi à notre façon et on se laisse embarquer dans ce conte qu'on connaît pourtant aussi très très bien. Je trouve que c'est des beaux objets à vous proposer en cette fin d'année, ça fait des beaux objets à offrir pour des fans, même des adultes qui seraient fans d'opéra, puisque Charlotte Gasteau, elle a fait toute une collection où elle revisite les ballets. Ici, on a le ballet de La Belle au bois dormant, j'ai vu qu'il y avait Gisèle, L'Oiseau et le Feu, le Lac des Cygnes, il y en a plusieurs. Donc même pour des adultes, je trouve que ça fait des beaux objets à ranger dans la bibliothèque. C'est proposé par l'édition Amatera, je ne sais pas si je l'ai précisé. Puis effectivement, une grosse place à l'image, parce qu'en fait, le texte est juste écrit en tout extrêmement petit, discret en dessous. En le relisant, je me suis dit, je suis revenue sur la page en me disant, mais j'ai loupé le texte, et parce qu'en fait, il est quasiment invisible, en fait, donc on est obligé de revenir pour relire le texte. Et d'ailleurs, à la fin, je crois qu'il y a un résumé
En tout cas, on reprend... Oui, c'est ça. Exact, oui. On reprend le texte, en fait, pour peut-être reprendre la chronologie, parce que c'est vrai qu'il est tellement discret et parsemé, presque saupoudré sur l'image. Ouais. On a vraiment un texte, un livre d'images sur la définition de l'album. Parce que là, pour le coup, le texte fait... 2 cm en bas de la page. Ouais, voilà, en noir sur un fond doré, sur un bandeau doré. Donc, effectivement, il est quasiment invisible. Pas facile à lire en groupe, du coup. Non, pas facile. Alors, celui-là, c'est le mien. Je ne sais pas s'il est... On l'a à la médiathèque, oui. Vous l'avez à la médiathèque, oui. Donc, vous pouvez aller jeter un œil. Oui, effectivement, pas facile à lire. Voilà. J'ai pas essayé. En accueil de classe. Ou il faut avoir le texte à côté pour être à l'aise, quoi. Mais sinon... Oui, puis en plus, le texte, dans les tournures assez anciennes, on n'est pas... il n'a pas été beaucoup pour retoucher, je pense. Donc, effectivement, peut-être... c'est pour ça que je trouve que ça fait aussi un bel objet à offrir à un adulte qui... Oui, un adulte qui aime les contes, les beaux livres. Oui, c'est sûr. Ouais. Il est très beau et assez remarquable par la technique de l'illustration. Ouais. Voilà, Sophie, pour ma sélection du jour. Merci Audrey. Je vais terminer avec quelques petites actualités de la littérature jeunesse. Alors, je vais commencer par des actualités parisiennes, puisqu'on est au mois de novembre. Et fin novembre, il y a le traditionnel Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, qui se tient du 26 novembre au 1er décembre à Paris-Montreuil Expo. Gros salon de littérature jeunesse, un peu the place to be des amateurs et amatrices de littérature jeunesse. Mais tout le monde n'y va pas et je vous en parle quand même parce qu'il y a aussi leur site qui est plein de ressources. Et donc, si vous n'allez pas jusqu'à Paris prochainement, vous pouvez faire le plein de beaucoup de choses sur leur site internet. Il y a des sélections de coups de cœur, des vidéos pour découvrir l'univers des artistes de la littérature jeunesse, pour débattre sur des sujets de fond qui concernent le monde du livre pour enfants et ados. Il y a aussi des vidéos pour mettre en avant le travail des professionnels du livre, libraires, éditeurs, etc. Et puis, on peut même voir des lectures, des petits spectacles qui sont filmés. Donc, vraiment plein de ressources sur le site du SLPJ, comme l'appellent les amateurs de littérature jeunesse. Il y a aussi 2 autres événements autour de ce Salon du Livre. Les Pépites, donc c'est le prix littéraire dont vous pouvez retrouver la sélection sur le site. Et donc, on aura les lauréats dans quelques jours, le 26 novembre. Et puis, il y a aussi une grande distinction maintenant qui est donnée chaque année à un auteur ou une autrice ou illustrateur, illustratrice de littérature jeunesse pour son œuvre qui se démarque de façon particulière de l'ensemble de la production. Donc, ça s'appelle La Grande Ourse, cette distinction. Et donc, cette année, c'est Benoît Jacques qui l'a reçu, auteur belge depuis plus de 30 ans. Donc, auteur et illustrateur, il propose des livres assez inclassables qui naviguent entre albums, romans graphiques et livres d'artistes. Tout ça saupoudré de beaucoup d'humour et de poésie. Il y a quelques-uns de ses livres sur le réseau des médiathèques. N'hésitez pas à aller les découvrir. Et puis pour l'actualité plus locale, depuis le 14 octobre et jusqu'au 6 décembre, le réseau de Liffré Cormier Communauté propose des rencontres avec des auteurs et illustrateurs jeunesse. On a Anouk Bois-Robert et Louis Rigaud qui offrent de beaux albums pop-up que j'aime beaucoup, qui seront en rencontre le 28 et 29 novembre. Isabelle Simler, dont j'admire aussi le travail d'illustration, sera présente le 5 et 6 décembre. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le site liffré-cormier.fr pour avoir tout le détail de la programmation et le détail des horaires. L'émission se termine. Merci de votre écoute. Merci Audrey. Merci Sophie. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Radio Laser et toute l'équipe de Et nous liserons sur la page Instagram de l'émission. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission jeunesse le samedi 13 décembre. On sera en compagnie de Valérie de la Cabane à lire qui vous aidera à finaliser vos cadeaux de Noël avec les beaux livres de fin d'année. À bientôt.